Salut à tous, c'est Raph, bienvenue sur la chaîne Le Bordel, et aujourd'hui, je souhaiterais commencer une émission intitulée C'est qui? Et qui vous présentera, tous les mois environ, un personnage historique. Mais pas forcément, ça peut être un personnage actuel. Comme par exemple, on peut présenter Trump, et dire qu'il tweet tout le temps. Et pour inaugurer cette émission, j'ai choisi de commencer par l'homme de fer, l'homme le plus influent du XXe siècle. J'ai nommé Iosif Vissarionovitch Djoukashvili. Comment ça? C'est qui? Alors, voici 3 indices. Moustache, goulag et vodka. Eh oui, c'est évidemment Joseph Staline. Mais alors, qui est Staline? Joseph Staline est né le 18 décembre 1878 à Gori, dans l'Empire russe, dans ce qui deviendra la Géorgie. À cette époque, la Russie est une autocratie, dirigée par un tsar, qui possède tous les pouvoirs. Ici, le tsar est Alexandre II, jusqu'en 1881. C'est une des dernières monarchies non libérales, où l'opposition est exécutée sauvagement, ou envoyée dans des bagnes, le plus souvent en Sibérie. C'est dans ce contexte très tendu entre le tsar et son peuple que va grandir Joseph. Enfant, il est le seul survivant de sa fratrie. Son père est alcoolique et sa mère, une fervente orthodoxe, souhaite en faire un prêtre. Elle l'envoie donc au séminaire de Tiflis en 1894 pour y suivre un enseignement équivalent à notre collège et notre lycée, avec une forte présence de la religion. Mais la très mauvaise réputation de l'école conduira le jeune Joseph à abandonner la religion et devenir athée. Il se passionne alors pour le récit socialiste et intégrera, en août 1898, la branche géorgienne du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, ou POSDR. Et lorsqu'il fut renvoyé en 1899 du séminaire pour propagande marxiste, il commença sa carrière révolutionnaire sous le nom de Koba, ce qui signifie ours en russe, et est également le nom d'un héros populaire géorgien. À partir de 1907, il commence les braquages de banques qui servent à financer le parti, comme à Tbilissi en 1907. Lorsque le POSDR se scinde en deux, entre deux tendances et deux idées différentes, comme d'un côté il y avait les bolcheviks, qui prônaient un changement brutal de régime pour passer directement au socialisme, et de l'autre côté il y avait les socialistes qui étaient pour un changement de régime en douceur, pour passer au socialisme un peu plus doucement, qui était un régime plus bourgeois, on va dire. Pendant cette période de divergence politique, Joseph penche du côté des bolcheviks. Il eut également le droit à de nombreux séjours en Sibérie, dans les futurs goulags. En 1905, la première conférence bolchevique a lieu en Finlande, dans la ville de Tampere. Il y représente la fonction caucasienne du parti, et y rencontre Lénine, pour la première fois. Il devient rapidement son favori, Lénine le surnommant même le merveilleux géorgien, vers 1911. En 1913, il se met à écrire des articles dans le journal bolchevique La Pravda, la vérité en russe, et adopte, le 25 janvier 1913, pour la première fois, le pseudonyme sous lequel le monde entier le connaîtra, Staline, ou l'homme de fer. Le 8 mars 1913, il est arrêté à Saint-Pétersbourg pour 6 mois, puis déporté en Sibérie pour 4 ans. Il retourne à Saint-Pétersbourg lors de la Révolution de février pour y jouer un rôle, s'opposant au gouvernement de transition d'Alexandre Kerensky, qu'il considère comme trop bourgeois et pas assez socialiste. À l'été 1917, il fonde le Politburo, premier organe administratif du parti bolchevique. Pendant la révolution d'octobre, qui voit les bolcheviks prendre le pouvoir, il reste en arrière-plan, continuant de se faire discret au sein du parti.
Durant la guerre civile russe, qui voit l'armée rouge bolchevique affronter les armées blanches, composées d'anarchistes, de tsaristes, de socialistes, de démocrates, et également d'armées en provenance d'Europe, comme des Français, des Anglais ou des Allemands, il officie à Tsaritsyne, qui mènera Stalingrad, et voit naître la rivalité Staline-Trotsky, qui atteindra son apogée à la mort de Lénine. C'est également pendant cette période que Staline commence à réunir sous sa bannière les ennemis de Trotsky, afin de prendre le règne de la Russie. Il commence également à se rallier à la Tchéka, la police politique bolchevique, ce qui marque les prémices de son régime de terreur. Lors de la guerre soviéto-polonaise, Staline, refusant d'obéir aux ordres du général Toukachevski, causa la défaite des Russes à la bataille de Varsovie, ce qui causa l'échec de la révolution internationale, et influencera beaucoup Staline dans ses idéaux, ce qui lui valut une divergence politique avec Lénine, ainsi que Trotsky, qui prônait la révolution internationale. Malgré tout cela, Staline continue à être discret au sein de l'État. Il n'enflamme pas les foules avec des discours idéologiques. Et ça lui permet de gravir les échelons petit à petit. Le 3 avril 1922, tout va changer, grâce à la création du poste de secrétaire général du parti. Peu de bolcheviks s'y intéressent, considérant ce poste comme inutile et purement bureaucratique, ce qui permet à Staline d'y être élu très facilement. Entre 1922 et 1923, sa relation avec Lénine se dégrade très fortement. Lorsque Lénine meurt en 1924, Staline a déjà tous les leviers en main pour prendre le pouvoir. Il ne lui reste plus qu'à éliminer ses opposants. Pour cela, il place ses fidèles au poste important du pouvoir. Étant d'un naturel effacé, il laisse ses opposants se déchirer les uns entre les autres, ce qui lui permet de placer ses pions sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Son principal opposant, Trotsky, n'a que peu de chances de l'emporter, et nouveau venu se ralliant au tranquille et discret Staline plutôt qu'au solitaire bourgeois et acerbe Trotsky. Ce dernier, ayant rejoint le parti en 1917, est relativement isolé au sein du parti, n'ayant que peu de chances de vaincre Staline et son armée de fidèles. Lénine, avant sa mort, redoutait déjà cette rivalité, craignant qu'elle ne nuise à la stabilité du parti. Il rédige alors son fameux testament. Staline est trop brutal, et ce défaut, parfaitement tolérable dans notre milieu et dans les relations entre nous, communistes, ne l'est pas dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d'étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste et pour nommer à sa place une autre personne qui n'aurait en toute chose sur le camarade Staline qu'un seul avantage, celui d'être plus tolérant, plus loyal, plus poli et plus attentif envers les camarades, d'humeur moins capricieuse. Staline a tardé sa publication, après la mort de Lénine. Le voici, les manettes en main, au centre des intrigues du parti, attendant le bon moment pour éliminer définitivement ses opposants, à l'aide de ses spies. Cette lutte entre bolcheviks aura comme base les divergences politiques. Les partisans de Trotsky sont pour la révolution internationale qui s'agirait à propager le communisme à travers le monde, comme le pensait Marx. La vision de Staline est beaucoup plus pragmatique. Ayant vu l'échec de la révolution de la guerre soviéto-polonaise, il prône le socialisme à un seul pays, c'est-à-dire développer le système parfait à l'intérieur de l'URSS, mais de l'URSS seul, et ainsi de ne pas propager le communisme de manière violente, mais essayer, par la mise en place d'un système parfait, de convaincre les pays de se rallier à son camp. Cette divergence politique causera l'élimination de Trotsky, Staline l'accusant d'antiléninisme. Bon, la vidéo est déjà très longue à ce point, donc je vous propose d'arrêter là et de reprendre la vidéo lors d'une deuxième partie. En attendant, si vous trouvez Staline super sympa, mettez un pouce bleu, ça lui fera très plaisir. Pour la gloire du communisme, n'hésitez pas à cliquer sur le gros bouton rouge pour vous abonner, à commenter pour dire ce que vous pensez du format, et aussi, pourquoi pas, proposer d'autres personnages qui pourraient être utiles pour les prochains numéros de C'est qui. Je pense que ça me ferait super plaisir. C'est la fin de la partie 1 sur Staline. Camarades, je vous dis bonsoir.